Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui justement au Brassard pour cette conférence, pour la seconde conférence de Découvre un talent. Donc nous accueillons Michael Privot, qui est islamologue et auteur de ce livre, Quand j'étais frère musulman, parcours vers un islam des Lumières. Pour un petit rappel, justement, nous sommes une ASBL et un média participatif. Nous appelons donc Aloha News. Et du coup, nous sommes une ASBL et de ce fait, donc, nous organisons des événements justement pour essayer de donner la voix à des personnes qui ont des idées plurielles et qui ont des idées différentes. Et donc, c'est dans ce cadre-là, justement, qu'on a voulu organiser cet événement et de discuter autour du livre de Michael Privot. Donc, ouais, je pense partager parce que sinon on va pas s'en sortir. C'est bien. Et donc on a voulu inviter Michael Privot justement pour discuter autour de son livre. Pour petite information, eh bien, après l'échange qu'on aura effectué, eh bien, il y aura une série de questions-réponses, donc vous pourrez poser toutes les questions à Michael Privot. Et vous pouvez aussi vous procurer ce livre qui est disponible ici au prix de 15 €. Et sinon il est à 17,90 €, donc vous économisez quand même 2,90 €, ça c'est plutôt cool. Ça c'est le petit geste de Michael pour sa venue aujourd'hui. Donc on va commencer sans attendre justement ce petit débat. Bonjour Michael. Bonjour Nikita. Dans ce livre vous dites que vous vous convertissez à l'islam en 1993. Donc à cette époque-là, il n'y a pas encore ce discours et cette méfiance, on va dire, par rapport à cette religion. Vous étudiez aussi l'orientalisme à l'université de Liège, vous partez notamment en Turquie et en Syrie, notamment pour étudier le turc, l'arabe, etc. et essayer d'être en connexion justement avec des mouvements locaux, etc. La première question qu'on peut se poser, c'est comment a commencé justement cette quête vers l'islam et qu'est-ce qui vous a intéressé finalement dans cette religion ? D'accord. Alors, pour commencer, merci à Nikita et à Aloha News et merci à Brassard pour cet accueil. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui et j'espère d'avoir aussi une discussion riche, j'espère, après cette première partie. Donc, effectivement, l'idée du bouquin, c'était, pour juste remettre les choses dans un contexte, c'est d'essayer de raconter un parcours et à partir de sa singularité, d'essayer de réfléchir à un certain nombre de choses, en particulier sur moi ce qui m'intéresse le plus, et on pourra y venir sur la question finalement de la réforme, / refondation, / réinvention, enfin on pourra mettre le mot qu'on veut là derrière, de l'islam. Alors, comment je suis arrivé à l'islam ? Alors, je dirais que moi, je viens d'une famille qui n'était pas spécialement religieuse. Moi, j'étais placé au cours de morale laïque. Voilà, j'ai fait tout, pour ceux qui connaissent ça, j'ai fait ma fête laïque aussi. Donc, mes parents n'étaient pas très religieux, comme je le raconte dans le bouquin. Ma mère, pour prendre qu'elle avait été élevée dans la religion catholique et puis à 18 ans avait décidé que c'était terminé parce qu'il lui semblait avoir trop de trucs qui n'étaient pas compréhensibles là-dedans. Et donc, mais c'était des gens qui avaient finalement, qui se disaient que malgré tout, en dépit de leur, on va dire de leur situation, il était important d'avoir une ouverture sur la société et donc de connaître un petit peu aussi un peu toutes les religions. Voilà, je veux dire, si on ne connaît pas les références basiques du christianisme, de la culture grecque, de la culture romaine, on peut pas comprendre la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Si on voit la peinture, si on voit une œuvre d'art, etc., on passe constamment son temps à faire des références à l'héritage ou à le réinventer, à le repenser, etc. Et donc on avait quand même une ouverture sur ces choses-là, mais il n'y avait pas de discours religieux en particulier à la maison. Et je dirais que voilà, à partir de 15 ans, enfin après c'est difficile de donner, je dirais de tracer une ligne pour savoir à quel moment les choses commencent à bouger, mais je pense vis-à-vis vers cet âge-là plus ou moins, je dirais je ressens voilà une sorte d'attrait pour du spirituel, pour quelque chose d'autre. Voilà, disons voilà, il y a quelque chose qui m'échappe et je sais pas encore mettre un mot là-dessus, mais en me disant que il pourrait y avoir peut-être autre chose, ou que la vie pourrait être plus riche, voilà. Alors, voilà, on est fils de son temps aussi, donc les premières choses ou les premières spiritualités vers lesquelles je vais me tourner, c'est le bouddhisme, évidemment. Et je commence à lire un petit peu le livre des morts tibétains, ce genre de trucs qu'on trouve en librairie, voilà. Et là, voilà, ça me parle pas trop, ou si ça me
part, je suis pas, c'est le mode de vie monastique me semble un petit peu trop fort, quoi. Voilà. Je pense je le cite d'ailleurs, comment il s'appelle encore, ce moine bouddhiste français, Mathieu Ricard en l'occurrence, qui est une personnalité admirable, mais quand je vois ce que lui a fait et qui a décidé de s'immerger dans la culture, d'aller vivre là-bas, pour essayer de pouvoir rentrer dans ce monde et pouvoir le vivre, je me dis c'est impossible pour moi de pouvoir faire quelque chose. Et donc je creuse pas trop ce chemin-là. Puis sur le fait, il y a une copine dont j'étais proche qui elle fait un retour vers le renouveau charismatique et qui me disait ah Mickaël serait bien, viens faire dans les cercles de prière, c'est chouette et tout. Et je dois dire que bon, le renouveau charismatique, ça me paraissait un petit peu, voilà, un peu extrême, comme, je dirais comme mouvement, un peu, voilà, ça semblait un peu sectaire comme ça. Vu de l'extérieur, j'y suis jamais allé, mais en tout cas, ça m'a pas trop botté. Mais en même temps, je me suis dit, bah tiens, et oui, pourquoi pas. Est-ce qu'on devrait peut-être pas mettre un peu le coup d'accélérateur à une recherche en faisant une sorte de pari inversé quelque part, en me disant, bon, bah, beaucoup de gens disent, et encore aujourd'hui, que si on est croyant, c'est parce qu'en fait on est faible, que la foi, c'est pour se donner se rassurer dans la vie, etc. Et j'étais dans un moment de ma jeune vie où bon, je réussissais bien dans les études, ma famille était stable, voilà, on n'était pas ni trop riche ni trop pauvre, voilà, donc ça allait bien matériellement, j'avais pas de problème, je réussissais brillamment mes études, donc pas de gros soucis majeurs. Donc c'était un peu de me dire, bon ben si je cherche et que je trouve quelque chose, et que au mieux, ben voilà, ça m'apporte quelque chose, ben tant mieux, j'ai gagné. Je me dis, j'aurai un plus dans surcroît d'âme peut-être dans ma vie. Et si au bout de mon enquête, ça mène à rien, ben j'ai perdu au plus un peu de temps, mais c'est pas grave, ça changera pas grand-chose à ma vie. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à avancer. Et je pense que là, à ce moment-là, j'étais déjà en réto. Et donc là, j'ai été revoir le prêtre, le curé qui m'avait baptisé, qui était une personne formidable, vraiment quelqu'un qui avait le cœur sous la main, qui laissait sa maison ouverte sans jamais fermer la porte à clé, n'importe qui pouvait entrer, servir dans le frigo, manger, partir. Enfin voilà, quelqu'un qui vivait, on va dire, la simplicité évangélique comme on peut s'imaginer, et qui m'a remis un petit peu certaines idées en place. Et je trouvais ça assez sympa, mais j'avais encore, je pense, trop de préjugés par rapport à l'Église catholique, voilà, l'Inquisition, ce genre de trucs, pour me dire bon bah oui, finalement c'est quelque chose qui me parle. Je pense que j'étais pas au bon endroit à ce moment-là pour le faire. J'avais la chance d'avoir en outre mon voisin qui était juif, qui je pense devait être le rare juif demeurant à Verviers encore, et donc j'avais parlé avec lui, et donc il m'a dit bah écoute, viens à la synagogue, on va aller voir un peu ce qui se passe. Et donc il m'a permis d'aller à la synagogue, de rencontrer le rabbin, c'était à Liège, de participer à l'office, voilà. Et j'étais dans cette idée, et je l'étais pendant un long moment, et c'est ça qui m'a un petit peu, je dirais, détourné du bouddhisme à cette époque, à savoir que si on rentre dans une religion, dans une spiritualité, etc., on doit y aller d'une approche assez, je veux dire, on y va pour un full pack, quoi. On prend tout, on va choisir, on fait la cueillette et on prend ce qui est bon. Et je me disais, voilà, le judaïsme, waouh, quoi. Enfin, je veux dire, pour rentrer dedans avec les obligations, si on veut vraiment être on va dire un juif, voilà, je dirais aujourd'hui conservateur, mais en tout cas, voilà, pratiquant, ça me semblait extrêmement compliqué. Et puis, je rentrais dans une communauté qui est dans cette situation particulière, post-Shoah, etc. Je me suis dit, non, je ne me vois pas rentrer là-dedans psychologiquement, je me sentais pas prêt. Donc, entre-temps, j'arrive à l'université, je commence mes études en langue arabe, et donc en orientalisme, et là je rencontre de nouvelles personnes, et puis je m'ouvre à la littérature, j'apprends l'arabe, voilà. Mais quand je suis rentré, après on peut y voir un signe de la providence, ça c'est autre chose, mais je suis rentré pour apprendre une autre langue, pour apprendre juste autre chose, parce que je ne me voyais pas faire du latin, du grec, de l'anglais, de l'allemand. Je me suis dit ça va, je vais faire un peu me dépayser, et ça me paraissait un truc, voilà, ça ouvrait sur un autre monde, donc voilà. Et là, de fil en aiguille, donc j'ai été renvoyé vers un professeur de religion islamique de Liège, qui m'a un petit peu, on va dire, qui m'a mis face à mes responsabilités. Et ce que je crois que je voulais pas voir a posteriori, évidemment, c'est d'accepter que j'étais croyant, ou en tout cas que j'avais la foi. En quoi, je ne savais pas encore à ce moment-là, mais en tout cas, j'avais un élan vers le spirituel. Et lui, il m'a dit, écoute,
tu fais ce que tu veux. Pour moi, tu es croyant, tu es beaucoup plus croyant que certains des musulmans que je connais. Bon, c'était peut-être juste une façon de dire, évidemment, pas prendre au mot, mais il dit voilà, après tu choisis ce que tu veux, si tu veux devenir juif, bouddhiste, chrétien, il y a assez de musulmans, on n'est pas un après, donc fais ce que tu veux, etc. Et je suis sorti de chez lui, je me souviens, mais vraiment encore aujourd'hui, c'est une expression, enfin pour ceux qui ont connu ça, à un moment où on est un peu en cohérence avec soi-même, quelque part, très illuminé comme ça, et lumineux, je suppose. Ouais, ok, voilà, j'ai la foi, je suis croyant, qu'est-ce que j'en fais? Et donc ça m'a pris encore plusieurs mois avant de me dire, bon, bah finalement, peut-être que l'islam est le chemin qui pourrait être le plus intéressant pour moi parce que c'était nouveau, parce qu'on ne connaissait pas et que, comme tu l'as dit, voilà, c'était en 93 et je le répète toujours, en 93, Samuel Huntington n'avait pas encore écrit le Clash des civilisations. On sortait à peine de l'opposition à l'Union soviétique dont l'islam n'était pas encore le grand ennemi ou l'autre absolu tel qu'il est devenu aujourd'hui. Et donc, mais personne ne connaissait rien à l'islam, vraiment en plus à Verviers. Je veux dire, là, pour remettre les choses dans leur contexte. Et donc pour moi c'était une nouvelle aventure, j'avais pas d'a priori, j'avais pas de préjugés, etc. Et c'est pour ça que je me suis dit bon ben lançons-nous, on va voir un petit peu. Et puis j'aimais bien ce rapport un peu direct avec Dieu qui était là, sans structure, sans église, sans médiation par un prêtre. Donc c'est un peu cette possibilité de connecter avec le divin, si tant est qu'on puisse y arriver, qui me paraissait assez intéressante. Voilà. Puis je veux dire comme anecdote, que je raconte dans le bouquin, comme j'avais pris en réto finalement ma décision d'aller étudier l'arabe et l'orientalisme à l'université de Liège, j'avais été trouver le prof de religion islamique dans mon Athénée à l'époque, et je lui avais demandé s'il voudrait bien me donner un peu de cours, voilà, histoire de me préparer un petit peu à l'apprentissage de l'arabe pour être dégrossi un peu en arrivant première candie. Et ce qu'il a accepté très gentiment, et donc il me donnait des cours avec l'alif ba, etc. Pendant les temps de midi, pendant presque une année comme ça. Et donc à la fin de l'année, on va se dire, on va aller lui dire merci, quoi. Voilà. Alors on discute avec mes parents, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui offrir, c'est pour vous dire d'où on vient, quoi. Et donc mes parents me disent un kir évidemment, quoi. Donc avec la bouteille de vin blanc, what else. Et donc je suis allé chez lui gentiment. Ah, vous ne buvez pas d'alcool? Oh mince, je savais pas. Et donc évidemment il a été très gentil, mais c'est dire, pour moi évidemment ça c'était la claque. La prochaine fois tu t'intéresseras un peu plus. Mais c'était pour moi je le prends aujourd'hui à la rigolade, et bon quand on se revoit on en rigole toujours évidemment. Mais c'était vraiment, alors qu'aujourd'hui je pense que tout le monde sait que par définition un musulman ne boit pas d'alcool, soi-disant. À l'époque c'était pas du tout le cas, c'était pas une connaissance partagée, et voilà, on ne connaissait vraiment rien, quoi. Enfin voilà, c'était juste ce parcours, donc j'ai débarqué là-dedans dans un chemin très perso, voilà, c'est pas par des connaissances ou un réseau social, quoi. Par la suite, eh bien, dans votre livre, vous dites que quand vous vous convertissez, vous ne décidez pas de changer de prénom. Vous dites, il va de soi que je n'ai pas changé de prénom, l'idée ne m'en a jamais effleuré l'esprit, même une seconde, car j'ai toujours considéré cette pratique comme de l'impérialisme culturel. Justement, au-delà de vouloir changer de prénom, de ce changement de prénom que vous comparez à un impérialisme culturel, est-ce que, avec le temps que vous avez traversé durant toutes ces années dans cette confession et à la rencontre des gens, est-ce que vous avez l'impression que l'islam souffre d'un impérialisme culturel dans d'autres pans, au-delà justement de ce changement de prénom? Là. Ah, tu m'avais dit que c'était plus cool au début. Hein. Alors, que l'islam souffre d'un impérialisme culturel, c'est ça que tu veux dire? C'est pas l'inverse. Alors, c'est une question qui est complexe, et je suis pas sûr de pouvoir la régler comme ça, donc je vais essayer de donner quelques éléments de réponse. Alors, si on pense à l'islam en tant que tel, c'est une religion, je veux dire, peu importe les vicissitudes du sort, elle vivra toujours, et je veux dire, peu importe. Après, est-ce que quand elle est vécue en tant que culture, comme elle est, vécue, alors plus qu'en tant que religion, mais aussi en tant que culture dans un ensemble d'aires, de pays, ou bien pour ce qui est de personnes qui sont en situation de diaspora ou de descendants de personnes qui ont migré avec une culture et une religion, etc. Est-ce qu'il y a un rapport de domination qui est effectué? Ben oui, effectivement.
effectivement, et c'est pas propre à l'islam, je veux dire, les puissances occidentales, au travers de la colonisation notamment, ont imposé leurs normes, leur façon de faire, en la considérant comme universelle, valable en tout temps et en tout lieu. Et évidemment, le point aveugle étant que c'est toujours soi-même qui est quelque part l'universel, etc. Et donc, oui, de facto, ça a eu des conséquences extrêmement importantes. Cette imposition de normes extérieures qui étaient considérées comme universellement bonnes, etc., dans les sociétés historiquement majoritairement musulmanes, ont eu pour effet de pousser, on va dire, je dirais pas dans la clandestinité parce que c'est trop fort, mais en tout cas de marginaliser le propre universel musulman, de marginaliser la culture, les références musulmanes et d'en faire une sorte de sous-culture ou de sous-religion qui ne serait pas universelle, développée, qui n'aurait pas droit au même statut que soit le christianisme quand il s'agissait catholique, essentiellement quand il s'agissait de religion, ou des valeurs portées par les cultures européennes et exportées par les cultures européennes. Et ça c'est, voilà, je veux dire, l'islam, les pays majoritairement musulmans n'ont pas été les seuls à subir cette marginalisation de leur culture et de leurs références. C'était pareil en Chine, c'était définitivement le cas en Afrique subsaharienne avec la multiplicité de cultures et de religions qui avaient lieu là-bas et dont on souffre aujourd'hui. Ça c'est évident. Voilà. Juste pour parler un petit peu anecdotiquement de la pluralité en islam, eh bien, vous êtes à Damas à un moment donné, vous êtes avec votre femme et vous recevez un appel téléphonique de vos parents qui vous disent qu'ils se sont convertis à l'islam également, ainsi que votre grand-mère. Ouais. Votre frère aussi a accepté l'islam, mais auparavant. Donc là, vous êtes choqué, si je peux m'exprimer ainsi, de la manière dont ils vont pratiquer et faire valoir leur islamité. Ouais. Oui, en effet, donc il se fait que, voilà, par les hasards des vies, voilà, moi j'ai pas eu un rôle extrêmement actif dans la conversion de mes parents, ni de mon frère d'ailleurs. Je pense que, voilà, j'ai peut-être introduit dans le foyer autre chose, et puis chacun a fait son chemin. Donc j'étais parti étudier un an à Damas. En 98-99 et donc à un moment donné, voilà, je reçois on avait des coups de téléphone évidemment rares et espacés. Il n'y avait pas l'internet à l'époque et évidemment les conversations ici étaient très contrôlées par les mukhabarat, donc les informateurs du régime syrien, donc il fallait vraiment faire attention. Et puis mes parents me disent, ouais, on a quelque chose à te dire. Ah bon, quoi? C'est un ton très grave là comme ça. Et on s'est converti à l'islam. Ah oui, ah bon, ok, bonne nouvelle. Et autant, voilà, après chaque dynamique familiale est propre et on sait quand c'est plutôt positif ou... Enfin, ça devait être positif. Et puis dans la conversation, ils disent oui, voilà. Et alors, on est accompagné par les gens de la mosquée de la rue des Fabriques, pour ceux qui connaissent un petit peu Verviers, qui est la mosquée salafiste de la ville. Et là, évidemment, c'est mes jambes qui sont coupées, quoi, parce que bon, voilà, je voyais dans quel monde ils étaient. Effectivement, voilà, moi j'étais pas là. Ils ont fait leur chemin tout seuls. Ils se sont tournés vers des mosquées. Les premières mosquées, en fait, vers lesquelles ils se sont tournés, c'est des mosquées turques, de la Diyanet en particulier, et là on n'a même pas su leur parler, quoi. Donc ils se sont dit, ben, voilà, on est là, personne qui parle français, bon, ils se sont dit, bon, on va aller voir ailleurs. Et la mosquée qui les a accueillis, je dirais plus ou moins à bras ouverts, parce qu'évidemment la première rencontre de ma mère avec de la mosquée en question s'est passée évidemment, apparemment, comme elle a raconté, de manière un peu bizarre, parce que bon, voilà, en tant que femme non voilée blanche qui vient toquer une mosquée d'aspiration madralite, ça coince un peu, quoi. Donc c'était pas bon. Après elle est quand même allée au-delà. Je la félicite pour son courage, peut-être rester sur sa première impression, mais toujours est-il qu'ils vont ils vont être pris en main, coachés et vraiment dans l'islam salafiste pour le coup, et donc avec tout changement de comportement que ça peut avoir, extrêmement rigoriste, extrêmement restrictif. On peut plus parler de rien, tout devient haram et voilà. Donc là voilà, j'ai l'expérience directe au sein d'une famille de l'impact que cette vision de l'islam peut avoir, parce que finalement,
Si on est d'un avis divergent, ben, on passe son temps à s'engueuler, on peut plus rien faire ensemble parce qu'on va être à peu près d'accord sur rien. Et j'ai vu aussi l'impact que ça a eu alors sur la famille élargie. Je veux dire, après ma conversion, ou même après mon mariage, puisque mon épouse était musulmane, bon, on n'a jamais eu aucun problème à participer à une quelconque réunion de famille. Et bon, la tradition voulait que, comme dans beaucoup de familles, on va dire belges de tradition, ben, le 1er janvier, on se réunit et puis voilà, on met des saucisses, choix de choucroute dans la région de Verviers avec des grosses saucisses, ou bien des sandwichs avec du saucisson jambon, voilà, et ce genre de choses, et du vin sur la table. Et ouais, ça ne posait pas de problème. Bon, on mangeait pas de choucroute, ni de saucisses, ni de saucisses au jambon, on mangeait des tartines à la confiture, et puis on buvait ce qu'il y avait sur la table, jus de fruits ou quoi. Et quand mes parents, eux, sont rentrés, ça a été vraiment de dire au reste de leur famille, c'est soit il n'y a plus de vin sur la table, ni de cochon, ou c'est nous. Et évidemment, et je peux les comprendre dans leur trip. On a tout ce truc, s'il y a un verre de vin sur la table, attention, tu risques de tomber dans le péché, blablabla, bla, 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 etc. Donc on s'abstient parce qu'il faut préserver sa pureté, mériter le paradis. Donc je veux dire, quelque part, on peut dire que c'est une rationalité qui a sa propre cohérence. Mais évidemment, quand on vient dans un milieu qui n'est pas prêt à ce genre de choses, évidemment, ça clash. Et voilà, le reste de la famille, du côté de ma mère, etc., on dit, ben, tu dégages. Et voilà, donc, et pendant des années, ça a été vraiment source de tension, au-delà même des tensions, je veux dire, c'est ce qu'il faut voir, c'est les blessures que ça crée. Et après, même si évidemment, bah, il y a toujours une période où on finit par atterrir un petit peu, reprendre les pieds sur terre, se dire que finalement, on peut quand même avoir une bouteille sur la table et c'est pas pour ça qu'on va commencer à picoler. Mais voilà, ça laisse des traces, ça abîme les cœurs et je pense qu'il y a des choses qui ne seront jamais réparées. Et je crois que voilà ce que j'ai envie de dire comme message. C'est bien, chacun son trip finalement et on ne peut pas reprocher à des gens de choisir un moment, d'avoir une période plus forte, plus intense, etc. Mais c'est de se dire, ben, il ne faut pas juste penser à soi, il faut aussi penser aux autres. Ça fait partie d'un message religieux, c'est-à-dire que si on est dans une recherche de pureté, on va dire pour soi ou de salut de son âme, etc., quitte à faire ce qu'il faut faire, ben, se dire que peut-être que les gens aussi en face de nous, ils ont peut-être aussi en tente de bienveillance et qu'ils ont peut-être un chemin à faire et quand on rentre comme ça avec ce genre de choses, ça n'aide pas. Voilà, donc c'est un constat et je l'ai vu. Alors après, dans d'autres familles, on va dire d'ascendance maghrébine ou turque, où il y a eu des parcours similaires, c'est-à-dire des gens qui évoluent au fur et à mesure de leur recherche spirituelle et qui passent par des phases de ce type-là. Et là aussi, ça craque, ça fait des problèmes. Voilà, vous êtes tous au courant de ce qui se passe au moment de la détermination du début de Ramadan. On espère chaque année que ça va être un peu plus calme, mais on voit que chaque année, il y a des fractures parce qu'il y a des gens qui vont être intransigeants sur leur interprétation et voilà, ils estiment que c'est ça qui doit passer au travers de tout. Voilà, cette impression d'incarner la vérité comme ça, que je trouve très problématique et qui est portée par ce mouvement et dont j'ai pu voir l'impact social, psychologique au quotidien sur un ensemble d'individus. D'accord. En 2001, donc, vous faites partie du conseil d'administration du CECIV, donc le complexe éducatif et culturel islamique de Verviers. Il y a donc une mosquée, des cours qui sont donnés, même des cours d'aérobic pour les femmes, etc. Donc c'est un vrai complexe. Ouais. Vous tentez des actions progressistes avec ce conseil d'administration, à savoir donner l'accès aux femmes au sein du conseil d'administration. Aussi, vous vouliez élire une femme imam. Mm-hmm. Bon, ça va capoter à un moment donné, mais vous rencontrez finalement des soucis, parfois il y a des blocages, etc. Est-ce qu'en fait ces freins sont expliqués par une volonté de vouloir garder finalement une certaine vision de l'islam, ou c'est finalement une peur de faire bousculer les choses et de recevoir des pains dans la gueule de manière figurée ou littérale. Alors oui, j'ai tout un chapitre du bouquin
qui raconte un petit peu mon expérience dans une mosquée, et qui n'est pas n'importe laquelle, qui est une des plus grandes mosquées reconnues officiellement en Wallonie et en Belgique, en l'occurrence. Donc sur Verviers, à Cessive, mosquée à Sahaba, donc on reçoit plus ou moins, 1500 personnes pour la prière du vendredi, donc c'est quand même assez considérable pour une ville de 50 000 habitants, et même par rapport à beaucoup d'autres congrégations, c'est quand même assez fort. C'est une congrégation qui était neuve, elle a été fondée en 2001 et par des gens qui étaient mi-deuxième génération ou qui étaient venus, enfants en accompagnant leurs parents, mais donc qui avaient vécu, qui avaient été scolarisés en Belgique pour la plupart. Et il y avait cette idée d'avoir une mosquée tournée vers les jeunes, tournée vers la société, où on ferait des tas d'activités qui seraient, la mosquée de Verviers, ou comme on disait, où le verviétois non musulman peut pousser les portes et se sentir chez lui, boire un thé. Voilà. Je trouverais ça très très chouette. Et c'est vrai que pendant des années, j'avais fait le tour des mosquées verviétoises, et c'était désespérant de platitude, d'ennui, avec des imams qui disaient des sermons qu'ils avaient probablement dit au moins 5 fois au cours des 10 années précédentes, et qui étaient un peu en roue libre, quoi, et qui adressaient pas du tout les problématiques qui étaient rencontrées par les jeunes. Et on était tous assis au fond de la mosquée, et on attendait, c'est quand que ça se termine, qu'on puisse prier, et puis on y va, quoi. Et là, tchac, ça s'ouvre, et là je me dis, ok, c'est un truc qui me parle, voilà, en tant que musulman, j'ai envie d'être intégré dans ma ville, enfin je l'étais, je le suis toujours, mais d'amener ce petit plus musulman à la communauté. Et donc, je rentre là-bas. Alors tout de suite, l'idée c'était par exemple de traduire les sermons du vendredi en français, puisque une bonne partie des jeunes qui fréquentaient la mosquée, qui ont commencé à fréquenter la mosquée, ne comprenaient pas l'arabe classique, ils étaient essentiellement d'origine berbère, donc ils passaient un peu à côté de la plaque. Et puis très vite, on a eu aussi une population très variée en fait. Donc Verviers, à l'époque, il y avait un centre de réception de réfugiés qui était opéré par la Croix-Rouge, et donc dès que les gens sortaient du centre, ils atterrissaient à Verviers, qui était la ville la plus proche. C'est d'ailleurs qu'on a une des plus grosses communautés tchétchènes du pays, d'ailleurs. Beaucoup sont passés, beaucoup de Syriens aussi. On a des gens de partout, et c'était donc le passage par le français était aussi quelque chose d'important, et qui permettait aussi de dire à qui veut venir entendre, écoutez, voilà, il n'y a rien à cacher, on est dans la transparence et tout. Donc là, j'ai commencé très vite à traduire au départ avec une équipe, et puis tout seul, les sermons du vendredi. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'impliquer dans le comité des jeunes, Et c'est vrai qu'on avait vraiment l'envie de faire bouger les lignes, et je pense qu'il y avait vraiment une écoute pour ce genre de choses. Alors après, j'ai voulu, finalement, il y a très peu de témoignages de la façon dont ça se vit une mosquée, en vérité. Et après, ce n'est que mon témoignage dans une mosquée bien précise. Après, j'ai d'autres personnes qui ont été impliquées dans les mosquées, qui ont lu ce que je raconte, qui ont dit, c'est partout la même chose, j'ai vécu les mêmes... c'est pas l'essentiel, mais voilà, c'est juste au-delà des idéaux, c'est juste voir c'est quoi la gestion d'une mosquée. On essaye de pousser des idées, on a de la résistance de différents groupes. Alors ces groupes, ça peut être quoi? Alors c'est ce que nous on avait, je généralise pas. Ça pouvait être par exemple des étudiants marocains qui sont venus avec un bagage très conservateur, etc., qui s'impliquent dans les cours d'arabe, mais en même temps qui veulent pas que les choses bougent. On a des gens qui sont plutôt sur des lignes traditionnelles, en disant on a toujours fait comme ça au Maroc, donc on va toujours faire comme ça pour toujours. C'est ça l'islam, voilà, pour eux dans leur tête, et qui voudront rien entendre. Il ne faudra jamais avoir un non-musulman dans une mosquée, parce que ça se fait pas d'avoir des musulmans dans les mosquées. Donc c'est tout genre de travail qu'on va avoir. Puis il y a des groupes, et ça c'était pour moi c'était intéressant de voir ça, c'est que on a aussi un groupe de personnes âgées qui sont, on va dire, les piliers de mosquée, pensionnés, qui vont jamais rater une prière, et qui, au fond, une fois qu'ils ont compris ce qu'on essaye de faire, vont être les vrais moteurs du travail. Et donc, eux, ils ont fait leur chemin tout doucement dans leur coin, etc. Et ils se rendent compte de l'intérêt de faire bouger un certain nombre de choses, qu'il faut que la mosquée soit plus ouverte, et que c'est normal, on vit ici, puis voilà. Et donc, ils vont pas se prendre la tête avec des grands développements théologiques, mais qui juste vont être dans l'action et faire les choses, quoi. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est ce que je rencontre, c'est la façon dont,
Enfin voilà, il y a plein de dimensions culturelles aussi, c'est à savoir que la façon dont les informations remontent au sein des conseils d'administration, on duplique les structures, alors au lieu d'avoir par exemple un groupe, on va dire, de femmes pour s'occuper des femmes évidemment, mais ça va être la femme du trésorier, la femme du président, la femme du vice-président, sous prétexte que comme ça l'information va mieux passer, mais en fait ça fait plein d'autres blocages puisqu'on est dans des relations perso, on n'est pas dans des relations, on va dire, de volontariat professionnel, on va dire ça comme ça. Il y a tout ce que, on va dire, des gens qui sont dans la communauté savent, puisque, alors moi je prends le coup de Calverviers, mais ça peut être la même chose dans plein de quartiers ou dans plein de villes, où finalement on se rend compte que le pool de familles qui sont dans un endroit, beaucoup de gens émigrés du même village ou de la même région, donc on se connaît, donc on est des mêmes familles élargies, voire de la même tribu, et donc c'est plein de choses qui sont qui donnent des connotations qui sont intéressantes que voilà, l'extérieur on ne perçoit pas nécessairement, mais qui vont donner des tas de jeux d'influence derrière, on va dire la scène, et puis ça arrive qu'on prend une décision, oui, des trucs un peu comiques quoi. Bon on décide qu'on va repeindre la mosquée parce que la peinture est un petit peu vieillie, etc. La décision est prise, le frère Intel va aller voir dans le magasin, etc. Et puis on vient 2 jours après et on voit la mosquée qui est repeinte avec, pour les personnes qui connaissent bien le Maroc, le beau verre de mosquée. Vous voyez ce que je veux dire? Le truc, on est là avec des tapis rouges, on est dans le choc, quoi. Non, ça va pas, quoi. C'est beau là, mais pas ici. La couleur est pas la même, ça. Et ah ouais, mais c'est un frère bien intentionné. Il a acheté la peinture lui-même, on l'a laissé peindre. Non, il y a une décision, on la prend, on essaie de faire un truc. Juste se dire, c'est peut-être beau là-bas, et lui, je le juge pas, son intention était bonne, etc. Mais c'est juste pas les trucs qui sont dans les codes culturels de la société dans laquelle on veut s'intégrer, entre guillemets, je parle intégrer sa pratique et sa mosquée, etc. Ni même les codes culturels des jeunes qui sont nés ici, parce que cette couleur-là pour mettre dans les mosquées, non, je crois que plus personne veut la mettre, quoi. C'est un truc très traditionnel, voilà. Et donc c'est ce genre de choses, on se dit, bon, par où est-ce que la décision est passée, on sait jamais qui a dit le oui, enfin bref. Et c'est toujours, il y a toujours ces marges d'incertitude, on n'est jamais très sûr d'où on avance. Et voilà, et puis après, on a essayé, effectivement, comme tu le mentionnais, comme notre mosquée avait été reconnue pour avoir 3 imams, vu la taille de la congrégation, donc, qui sont ministres du culte, payés par l'État, on a essayé de faire venir des gens qui étaient... voilà, on voulait vraiment porter une voix, être à la hauteur des défis, et on a essayé de faire venir des imams qui, si possible, étaient nés ici, en Europe, qui avaient le bagage dans les sciences islamiques, qui parlaient bien le français, qui parlaient bien l'arabe, etc. Et ça a été une vraie galère. Vraiment une vraie galère. On a attendu, on a vraiment essayé de négocier avec des gens. On en a fait venir quelqu'un de France et puis il est parti en courant après 6 mois parce que oui, il était universitaire et il avait fait des études, il voulait faire une thèse de doctorat. On a dit écoute, pas de problème. Et puis il a été lui aussi confronté à la réalité d'une communauté très limitée. Je dis pas ça avec un jugement de valeur en disant que c'est mal, mais juste qu'il n'était pas à la hauteur pour pouvoir capter ce qu'il avait envie de lui dire. Et donc, c'est aussi de se dire, ouais, ok, on va aller là, et puis la réalité est là, et comment est-ce qu'on arrive malgré tout à pousser un ensemble de choses. Bon, finalement, les choses étant, on s'est dit, tiens, puisqu'on a droit à un 3e imam, pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas d'avoir une imam femme, en l'occurrence, l'idée étant qu'elle puisse vraiment encadrer les sœurs, puisqu'on avait quand même 400, 500 femmes qui vraiment fréquentaient le centre de manière presque quotidienne au travers de différentes activités, et il y avait vraiment un principe, il y avait vraiment une demande, parce que s'il y avait un avis à demander, il fallait passer à la sœur qui va parler à son mari, qui va parler à l'imam, et puis revenir, bref, c'était juste pas pratique. Et on a trouvé, donc on a établi une fiche de poste, etc., et on a trouvé une perle rare, une personne d'origine algérienne qui était passée aussi par Château-Chinon, pour ceux qui connaissent, donc un institut de sciences islamiques
français, qui était diplômé en tajwid. Enfin voilà, c'était vraiment quelqu'un de très très bien qui partageait notre vision d'un islam ouvert. Donc on a fait la demande auprès de l'exécutif pour qu'elle soit reconnue comme troisième imam. Et comme je dis, ça a ouvert les portes de l'enfer, quoi, véritablement. Alors que pour le coup, on avait vraiment le soutien du conseil d'administration, tout le monde était d'accord, il n'y avait pas eu de débat, même à l'intérieur de la mosquée, c'était pas un truc qui avait spécialement ému les foules. En tout cas, ceux qui avaient été avec qui on en avait parlé, etc. Et en fait, ça s'est repris, donc c'est passé dans la presse, et alors là, c'est parti chaud. Alors évidemment, la presse, qu'on a beaucoup critiqué sur un certain nombre de choses, pour le coup, c'était la bonne nouvelle, quoi. Donc, ah ouais, il y a des musulmans, ils ont une femme imam, c'est trop de la balle. Du coup, on allait interviewer les cathos en disant, même les imams, même les musulmans, ils ont des femmes imams, c'est quand les cathos que vous allez avoir des femmes prêtres, etc. Donc, c'est parti partout. Et évidemment, c'est parti aussi en Algérie. Et alors là, évidemment, ça a pris une autre direction. Et alors là, il y a eu vraiment la famille, des pressions, mais vraiment horribles qui ont été faites sur elle, sur moi, mais bon, moi j'étais moins concerné par rapport à ça, mais enfin bon, voilà, j'étais accusé de polygamie, enfin bref, les trucs habituels dans ce genre de séquence, et l'exécutif a vraiment été d'une lâcheté immonde sur ce coup-là, puisque ils n'ont jamais été jusqu'à lui faire passer un examen qui était celui de recrutement, et tant le président de l'exécutif à cette époque-là que toujours l'actuel président du conseil, de ce fameux conseil des oulémas, ont dit que non, mais jamais de la vie une femme serait imam, jamais de leur vie, alors que la fonction même de l'exécutif est de dire, bon, à partir du moment, c'est pas d'imposer le sunnisme malékite à la communauté, ils sont des gestionnaires. Donc en fait, à partir du moment où une communauté leur dit, on estime en notre âme et conscience qu'une femme peut être imam, bah, ils ont juste à valider, quoi. Enfin, je veux dire, ils ont pas à venir dire non, c'est pas possible. Mais ce qu'ils ont fait, et bon, face à la pression, etc., la dame n'a pas souhaité se pourvoir en justice. Moi, je peux tout à fait la comprendre, parce que, enfin, pour moi, il y aurait eu matière d'utiliser justement les lois antidiscrimination, etc., sur ce coup-là, parce que c'était juste pas acceptable ce qui a été fait. Et voilà, donc après, on a réussi à l'embaucher. Mais pour donner des cours, voilà, c'était, mais c'est un pis-aller, mais ça a vraiment des conséquences, je dois te dire, vraiment extrêmement importantes sur sa vie, enfin, parce que comme c'était partout dans la presse et qu'elle dépendait à ce moment-là d'un CPAS, évidemment ultra-socialiste pour ne pas les nommer, du coup ils ont dit, ah ouais, non, mais c'est qu'elle a un job viré du CPAS, enfin, vous imaginez toutes les conséquences que ça peut avoir sur la vie, très matérielle, sur la vie de la personne, et donc il a fallu essayer de récupérer tout ça, et donc enfin après, c'est une expérience intéressante. Je veux dire, je pense que malgré tout, ça a fait bouger des lignes, ça a fait progresser des choses. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, mais je suis convaincu que c'est à force d'essayer d'avancer un certain nombre de choses que finalement les gens peuvent se dire, ah ouais, tiens, finalement, pourquoi pas. Après, je peux ne pas être d'accord, ça c'est autre chose. On ne demandait pas de nous dire, oui, c'est bien, c'est formidable, mais juste de dire, bah, voilà, c'est une option et autant l'explorer, quoi. D'accord, en parlant du monsieur qui a repeint les murs en verre, comme vous avez dit, voilà, il a fait d'une bonne intention, on aurait pu dire, il a fait, dans le jargon religieux, fisabilillah. Oui, donc le fisabilillah, c'est, on va dire, le faire pour Dieu, quoi, quelque part. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations à consonance religieuse, justement, qui ont des bénévoles qui font ça, fisabilillah. Et vous dites dans votre livre, le fisabilillah, c'est l'arnaque du siècle. Est-ce que vous pouvez détailler, s'il vous plaît? Oui, bah oui. Voilà, je veux dire, bien sûr qu'on a cette idée de, quand on est croyant, de se dire, voilà, je vais essayer de faire quelque chose pour ma communauté. Et le fisabilillah, c'est un petit peu le truc, on dit, bah voilà, tout est gratuit, et c'est en fait taillable et corveillable à merci, en vérité. Et moi, ce que j'ai pu constater, donc voilà, j'étais quand même, et ça fait maintenant presque 17 ans, grosso modo, que je suis quand même impliqué dans la vie de communauté. Je peux plus compter le nombre de couples qui ont explosé en vol, de gens
qui sont sortis dégoûtés, lessivés, vidés, tordus, parce que on estime comme c'est pour Dieu, tu donnes, alors qu'en fait on n'a pas cette, je veux dire, c'est des ressources humaines finalement assez basiques, c'est-à-dire que on ne peut donner être dans le don gratuit que si soi-même on est bien chargé, si on a, on va dire, un bon niveau d'énergie en vérité, si on est ressourcé spirituellement. Et ce qui se passe aussi dans beaucoup d'assos que j'ai vu, c'est-à-dire que on néglige, on néglige en grande partie cette dimension du spirituel, et on vend un petit peu l'activisme fi sabilillah comme en fait la véritable spiritualité, on va dire ça comme ça. À savoir que si tu fais du fi sabilillah, tu es en train de faire tourner ton compteur à Hasanat, donc tu as beaucoup plus de permis sur ton point, de points sur ton permis, pardon. Et donc, si même tu sais pas trouver Dieu dans ta vie, au moins sois rassuré que tu le trouveras quand tu mourras, Inch'Allah, et que tu seras pardonné, et que voilà, tu pourras dire à Dieu, j'ai fait tout ça, voici la liste de mes bonnes actions, et être dans un espèce de don ou d'échange très mercantile avec Dieu. Et ça marche, malheureusement, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de... Alors si je regarde les couples plutôt jeunes, mais il y a aussi des personnes plus âgées qui à un moment donné, on va dire, on est animé par la foi, là, voilà, il y a cette envie de faire quelque chose, de se rapprocher de Dieu, on essaie de vouloir s'investir, et tout de suite on va être happé, parce qu'il y a plein de choses à faire dans des organisations de volontaires, que ce soit une mosquée ou une assoce de terrain, ou peu importe. Je veux dire, les demandes sont tellement immenses en termes de services sociaux à fournir, ou voilà, peu importe, que ce soit faire une école de devoirs, que ce soit accompagner des jeunes, faire du scoutisme musulman, on peut les prendre tous les uns après les autres, que voilà, on pourrait épuiser encore des générations, etc. Et là, je trouve qu'il y a un usage vraiment inconsidéré de la part des responsables d'organisations. Et je vais pas dire que c'est pas une question d'incompétence, c'est pas une question de méchanceté, c'est juste que oui, il y a, voilà, quand on dirige un mouvement, une assoce, quand on dirige des gens, même si c'est du volontariat, c'est des ressources humaines. Et des ressources humaines, ça veut dire qu'on doit faire attention aux personnes qui sont en train de travailler avec nous, qu'il faut en prendre soin, et qu'il faut pouvoir leur dire à un moment donné, t'as fait assez, stop, va te ressourcer, va lire, va faire des prières, prends-toi une pause, dégage, et puis tu nous reviens quand t'es bien rechargé, etc. Et ça se fait pas, et on voit vraiment les gens qui continuent, et c'est pour ça qu'on se plaint toujours, ah oui, la sœur une telle, le frère un tel, il s'est marié, on le voit plus. Ouais, peut-être que le gars, la fille, elle a juste d'autres priorités dans la vie et que vous l'avez vidé, quoi. Et là, il y a pas je vois très peu de réflexion en intra, juste à part le déplorer et dire, oui, mon frère, ma sœur, tu devrais prendre du repos, mais après, ça se concrétise jamais, parce que ce sera le seul qui peut faire ça, et puis il y aura toujours bien une conférence à faire ou une activité à faire. Et on va quand même t'appeler en dernière minute parce que l'autre il a oublié la clé et il est minuit et tu dois venir ouvrir le truc. Enfin voilà, et ça c'est le quotidien, et les gens vont dire, ah ouais, fils là, je dois le faire, les frères, les sœurs, sinon sans moi qu'est-ce qu'ils vont faire? Et voilà, et donc là moi j'en appelle aux responsables associatifs dans toute leur bonne foi, leur bonne volonté, etc. de vraiment, faut pas abuser, quoi, sinon on est en train juste d'épuiser, et on continue à épuiser des générations, alors que si on prenait le temps d'épargner, de mettre ça dans un processus, voilà, de croissance, ce serait intéressant. Mais voilà, je pense qu'à nouveau, pour moi, ça rejoint, après c'est juste ma lecture, c'est que, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, comme on a quelque part perdu le chemin de Dieu, faire des bonnes actions, être dans l'orthopraxie, c'est le truc qui sauve. Et donc le fi sabilillah fait partie de ces trucs qui sauvent, en dépit de tout. On se dit que au moins en faisant ça, on essaie de se rapprocher un peu de son salut. Donc par la suite, dans vos activités associatives et lors de vos activités au sein du CICIC, vous rencontrez des personnes qui vous parlent du frérisme, donc des frères musulmans, et vous décidez de les rejoindre la troupe belge en tout cas, sans forcément prêter allégeance. Donc vous ne prêtez pas allégeance. En fait, vous êtes d'accord en fait avec le constat de Brigitte Maréchal qui dit qu'en fait c'est une espèce de matrice idéologique. La question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui vous a été enseigné? C'est vrai qu'il y a un spectre, on s'imagine tout et n'importe quoi des frères musulmans. Qu'est-ce qui vous a été enseigné au sein de cette structure-là? Ouais. Alors juste sur la question de la BA, donc du serment d'allégeance, elle est intéressante. Donc en fait, il y a
dans le cadre de beaucoup de structures fréristes en Europe. Donc le frérisme, c'est la confrérie fondée par Hassan el-Banna en 1928 en Égypte pour essayer de remoraliser la société, de réjuvéner la société égyptienne. Et puis après, le mouvement a connu une fortune dans le monde arabo-musulman en particulier. Et donc, il y a dans les associations dites fréristes proches du canal historique, j'essaie d'être le plus précis possible, à savoir ceux qui se reconnaissent encore auprès de la confrérie égyptienne. Souvent, on va créer peut-être une assoce et puis il va y avoir 1 ou 2, 3, 4 personnes sur le conseil d'administration qui pilotent un peu l'assoce. Et puis il y a plein de gens qui participent et qui sont pas plus frères musulmans que ça. Et quand il s'agit des utilisateurs des services, là c'est encore plus différent, quoi. Je veux dire, les gens ils s'en foutent qu'il y en ait 3 ou 4 qui soient frères musulmans dans le tas. Et la plupart ils le savent même pas. Et donc ça reste un petit milieu en Belgique. Donc moi, à l'époque où j'y étais, donc j'en suis sorti officiellement en 2012, mais j'étais plus actif depuis 2010, même un peu 2008. Il y avait une 60aine de personnes, grosso modo, en Belgique. Voilà, c'est un peu ce que j'appelle le canal historique. Donc on est loin de... alors, effectivement, il y avait donc 2 personnes à Verviers qui faisaient partie de la sauce, donc de fil en aiguille, vous êtes frères musulmans, bon, bah, ça m'intéresse, c'est quoi un petit peu ce truc-là? Et finalement, voilà, je suis recruté en quelque sorte par le responsable de l'époque, qui était d'origine syrienne, en fait, je ne savais même pas qu'il fallait faire une BA, voilà, donc on est dans sa bagnole, il me dit... frère Mickaël, on serait très intéressé. C'est bien parce que j'avais été participer à un meeting international sur les droits de l'homme et l'islam, etc. Je m'étais fait remarquer sur ces questions-là, puisque ça joignait à la fois mes 2 passions, les droits de l'homme et l'islam. Donc voilà, je me sentais dans mon milieu. Et on aimerait bien, on a justement un conseil d'administration qui va être élu dans cette organisation, c'était le FEMISO pour ne pas le nommer. Ça nous intéresserait que tu nous représentes. Et je dis ouais, pourquoi pas, ça me paraît intéressant. Donc, mais je dis ok, mais je veux rester libre de dire ce que je veux. Si je veux partir, je pars et on m'impose rien. Elle me dit ouais, d'accord. Bon, j'ai dit ok, bah, ça va, alors c'est bon, frère musulman, alors why not? Et donc je ne savais pas qu'il y avait ce serment d'allégeance. Et c'est plus tard que je vais en apprendre parler, quand d'autres frères commenceront à dire qu'il y a quand même des frères qui sont rentrés dans la structure, mais comme c'est, sans jamais les nommer, qui n'auraient pas fait un serment d'allégeance dans les règles de l'art, etc. Et là, je me suis dit, ah merde, peut-être bien que je révisais, parce que bon, entre-temps, j'avais le livre de Tarek Ramadan sur le réformisme, et j'avais vu qu'il y avait un Bayat. Et donc, j'ai été trouvé le responsable spirituel des frères à l'époque en Belgique, qui était, pour ceux qui l'ont peut-être connu, le cher Abdelhamid Bouzouina, d'origine algérienne. Et lui m'a dit, mais non, la BA, c'est n'importe quoi. Ce qui compte, c'est ton engagement associatif, c'est ton engagement pour Dieu, c'est la seule chose qui compte vraiment. Bon, bah, ça va, alors je suis frère, l'équivalent de la BA. Bon, voilà. Donc, paradoxalement, j'ai jamais été dans les critères formels du frérisme, mais à partir du moment où les responsables de la section nationale vont dire partout, ils disent partout que bah oui, le frère il est frère, ça va, t'es frère alors, de facto. Donc oui. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, on va dire grosso modo. Et donc moi, ce que j'ai fait pendant que j'y étais, c'était toutes les questions de citoyenneté, questions, je sais pas, la journée des droits de la femme, droits humains, voilà, c'était les conférences que j'ai pu organiser, essayer de mobiliser sur les questions de participation aux élections, la société civile, la participation aux forums sociaux, donc voilà, c'était mon créneau à l'intérieur du frérisme belge, et à l'époque, c'était vraiment... voilà, comme je dis, c'était un foutoir, quoi, parce que bon, le frère syrien en question, il n'en avait rien à caler de l'organisationnel, c'était vraiment pas un souci pour lui. Lui, ce qui était important, c'est que les choses avancent, qu'on normalise en quelque sorte la présence musulmane en Belgique. Je crois que lui, c'était sa vision des choses, et donc tout ce qui pouvait contribuer, que ce soit par la citoyenneté, c'était bon, et vas-y, t'as le feu vert, etc. Et après, il y a une reprise en main par d'autres qui voyaient pas ça d'un bon œil, il a été mis de côté. Et puis voilà, moi j'ai commencé à me dire non, je peux plus travailler comme ça. Ben, c'était un peu la fin du bazar à partir de 2007, plus ou moins 2006-2007 à l'époque. Alors ce qui fait que pour venir à ta question sur ce que j'ai pu voir des frères, et c'est pour ça que bon, par rapport à d'autres ex-frères qui ont témoigné, je remets pas en question leur témoignage. Je peux tout à fait croire
ce qu'ils ont vécu, comme certains qui m'ont raconté, plusieurs frères me l'ont raconté, qu'ils allaient faire des camps d'entraînement dans les Cévennes ou ailleurs, en chantant des chants du Hamas, et ce qu'on veut c'est le martyr, etc. Donc ils l'ont fait. Très clairement. Mais moi, j'ai pas vécu ça parce que voilà, la Belgique c'est un peu un cas particulier. J'ai jamais participé à des cercles d'études parce que je pense que voilà, ce que j'ai appris aussi plus tard, c'est que les frères musulmans belges étaient tous à 1000. Alors c'est le 4e rang dans la hiérarchie des frères, donc le frère travailleur, donc on a les barrettes et tout. Donc normalement, quand on est là, c'est qu'on a des années de militantisme derrière soi, qu'on est passé par tous les processus de socialisation des frères, les Ousra, on a appris sa sira, on a appris tous ces hadiths, voilà, etc. Donc je pense qu'à partir du moment où on est là et qu'on rencontre d'autres frères qui viennent d'autres contextes européens, ben, c'est supposé connu, je crois, à nouveau. Donc personne va mettre en question de savoir si vous l'avez fait ou pas, parce que on suppose que c'est OK. Mais juste que comme en Belgique c'était dysfonctionnel, notre Ousra, notre famille, donc ce qui doit être l'unité de base du mouvement frériste, sur les 7 ans où voilà, j'étais actif au niveau local, on n'en a jamais fait une seule. Jamais, parce que quand on était ensemble, déjà il fallait qu'on mette nos agendas ensemble, parce que voilà, il y a un frère qui fait des pauses, moi je voyage à gauche à droite, il y en a un autre qui est étudiant, enfin bref, donc quand on arrivait à se voir, ben bon, c'est le business de la mosquée, quoi, hein, quelle couleur on met sur les murs, ce genre de choses, et donc finalement, bah ouais, les questions de formation proprement dites étaient toujours laissées. Voilà, donc et quand j'allais à des réunions au niveau européen, etc., par exemple de la Fédération des organisations islamiques en Europe, c'est des grosses réunions, on a les frères qui viennent un peu partout autour de la table, on a les représentants de l'UOIF, le représentant du Muslimhat, etc. Et les questions, je me souviens, bon, c'était 2004 par exemple, les frères, la situation est difficile, en France ils ne nous épargnent rien, la loi sur le foulard, là, ah oui, l'heure est grave, les frères, qu'allons-nous faire? On va faire un communiqué de presse. Voilà, on va discuter pendant des heures sur un communiqué de presse. Donc moi, quand j'étais là, j'avais pas l'impression qu'on était en train de préparer le califat mondial, quoi. Je veux dire, alors là, on partait très très loin dans la préparation du califat mondial, quoi. Donc déjà même faire un communiqué de presse, se mettre d'accord, faire des trucs comme ça, c'était compliqué. Pour vous dire aussi un autre exemple que j'avais été sollicité par différents frères qui avaient préparé la charte des musulmans européens. Donc je pense que là j'avais été dans une réunion ici à Bruxelles. Alors il y avait Ahmed Jaballa, Fouad Alaoui pour ceux qui connaissent. Je pense qu'il y avait Zakaria Sediri. Il y avait encore d'autres frères qui venaient de Suisse et ailleurs. Réunion, machin, de travail. On veut montrer les principes islamiques de la citoyenneté européenne. Bon, ok. C'est bien, je suis content d'être convié à la réunion, donc on discute, on fait du feedback, machin. Donc ça devait être prêt incessamment sous peu. Je crois qu'ils ne vont pas la sortir avant 2009, le temps que ça finisse par atterrir quelque part. Et je n'ai jamais vu dans une seule mosquée frériste que j'ai pu fréquenter, ne fût-ce que l'affichage de la charte qui avait pourtant été adopté au plus haut niveau par les frères européens, lancé en faisant venir des députés européens de partout. Je me souviens, j'avais été contacté par des journalistes. « Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils sont en train de prendre le truc. Qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau européen? Ils vont prendre le pouvoir. » Et je leur avais déjà dit à l'époque, vous tracassez pas, ça va faire flop. Et effectivement, ça a fait flop, parce que voilà, quand on veut faire du lobby, etc., il faut quand même un niveau de préparation. Et c'est pas ce que j'ai vu, moi, de l'intérieur. Et ils y sont toujours pas aujourd'hui, en vérité. Donc voilà, c'est juste pour donner un petit peu cette idée entre les représentations qu'on est en train de se faire dans les médias et la réalité du terrain, la réalité d'organisation, d'hommes et de femmes qui essayent de faire quelque chose aussi beaucoup fils habilillah et ce que ça peut amener. Il y a un écart évidemment important. Moi, ce que je vois, et après on peut discuter, il y a certains ex-frères qui sont en train de dire pique-pendre. Bon voilà, moi comme je dis, j'ai jamais été mis en contact avec un plan de prise de position, de prise du pouvoir, voilà. J'ai plutôt l'impression de gens qui sont
plein de bonnes intentions, mais des pieds nickelés, quoi. Enfin voilà, qui n'ont pas la culture organisationnelle nécessaire pour pouvoir faire ce genre de projet. C'est pour ça aussi quand j'entends les délires qu'on a eu comme autour de l'affaire du Burkini, ils sont en train de tester les limites de la République, j'ai envie de dire non, mais de quoi vous parlez les gars, mais dans quel monde vous vivez? Je veux dire, pour connaître des organisations comme Greenpeace ou des organisations comme WWF ou d'autres qui ont des stratèges, des départements de communication, qui ont des centaines, des milliers de volontaires qui sont prêts à aller, et de voir la difficulté d'organiser une bête campagne, on va dire, de sensibilisation, etc., pour pouvoir commencer à développer un truc où on irait tester la République là-bas, envoyer un Burkini sur une plage, mettre une nana avec son foulard dans un bureau, il faut arrêter le délire. Par contre, oui, ce que je peux reconnaître, c'est que les frères ont un grand sens de l'opportunisme politique. Ça, c'est clair. À savoir, s'il y a quelque chose qui se passe, c'est clair qu'ils vont être très vite au front pour aller le communiqué de presse assassin. Et oui, là, pour ça, il n'y a pas à dire, mais ça demande évidemment beaucoup moins de capacité d'être dans le réactif et de venir se greffer sur des événements qui arrivent indépendamment de la volonté, que de se dire que c'est des spin doctors qui sont en train de préparer la grande prise en main islamique, quoi. Vous parlez aussi de Tariq Ramadan dans le livre. Vous dites que finalement, il ne fait pas partie de manière très directe à la confrérie, mais il y a un héritage de son grand-père, de Hassan al-Banna, le fondateur de la confrérie des frères musulmans. Et vous dites qu'en fait, c'est un espèce de freelancer, mais que depuis 25 ans, en fait, il a le même discours, mais il n'y a aucune once de réforme. Vous dites finalement qu'il parle toujours de réforme. Et ceux qui pensent qu'il y a un double discours, en fait, non, il n'y a pas de double discours. C'est que c'est vendu sur l'emballage de la réforme qui, en Europe, est généralement connotée positivement et significative de progrès, mais il propose aucun progrès, aucune réforme de l'islam, si ce n'est la réforme de la tête des musulmans. Ouais, c'est lui qui le dit. Donc oui, enfin c'est lui qui l'a dit. C'est texto dans une vidéo qu'il a mis sur YouTube, qui est sur son site, etc. Non, voilà, c'est ça qui est. Pour revenir à ce que tu posais comme question précédente sur la question de la matrice idéologique, et j'aime bien ce concept qui a été utilisé par Brigitte Maréchal pour parler alors du frérisme de manière plus large. Donc voilà, il y a le canal historique, il y a les premières choses qui ont été lancées, et puis après il y a plein de gens qui se retrouvent dans cette matrice, mais sans être formellement ni organisationnellement au sein des frères musulmans, mais qui en partagent peu ou prou un certain nombre d'idées, ce qui fait que de l'extérieur, pour un observateur qui n'y connaît rien, ça peut être assez flippant parce qu'on a l'impression qu'il y en a partout en fait, mais alors que c'est finalement organisationnellement un très petit nombre de gens. Mais alors après, c'est qu'est-ce qu'on met dans la matrice. Alors on peut y aller par couche. Par exemple, pour moi, le PJD au Maroc, le Parti Justice et Développement, c'est dans la matrice idéologique des frères. Alors ils vont jurer que non, ils n'ont rien à voir avec les frères, et ok, c'est compréhensible dans leur positionnement politique, mais ce qu'ils font, c'est du frérisme, c'est la même vision politique de la société, du changement de la société, etc. On peut aller un peu plus loin, toujours dans le monde marocain, la justice et bienfaisance, c'est ça, de Feu Cheikh Yassine. Là, c'est un peu le mix entre soufisme et frérisme. On a les mêmes principes de transformation de la société que l'on retrouve dans le frérisme, mais ils ne font pas partie du frérisme. Mais ils partagent cet univers, cette vision de la société. Tous les gens, les disciples de Tariq Ramadan ou ceux qui se reconnaissent dans ses propos font partie de la matrice frériste. En fait, Tariq Ramadan, il est très clair, il ne l'a jamais caché. Il s'estime être l'héritier, je dirais, le plus fidèle, quelque part, à l'héritage de son grand-père, qu'il rénove, on va dire, en l'occurrence, ou qu'il réadapte à son contexte. Donc, il n'est pas hors du frérisme, il est en plein dedans, mais il n'est pas organisationnellement frère. Donc, les gens qui lisent ses bouquins et qui trouvent que c'est bien et que c'est comme ça qu'elle doit de la société, à nouveau, ça veut pas dire que c'est le full pack, là, mais sont peu ou prou, à nouveau, dans la matrice. Si on va dans le monde turc, on va dire turc, une organisation telle que Milli Görüş, qui a été fondée par Erbakan dans les années fin des années 70-80, c'est aussi du frérisme dans les principes de changement de la société, de l'organisation, etc. Donc après, si on va leur demander à quelqu'un Milli Görüş, tes frères, il va dire bah non, jamais de la vie. Mais son paradigme, son approche est
quasi parallèle, identique à celle du frérisme. Et c'est ça qu'il faut pouvoir voir quand on parle de frérisme, on parle de quoi, de quelle mouvance, de quelle partie, de la matrice, etc. Et c'est clair que Pierre ou des politiciens, c'est un peu compliqué. Et je comprends que voilà, c'est compliqué de se retrouver dans ce monde et qui parfois est très 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 opposé, hein, parce qu'il y a des tensions très très fortes entre les différentes parties, des oppositions parfois idéologiques, parfois des oppositions de personnes aussi, comme partout. Et voilà, c'est d'essayer de mettre un peu de clarté par rapport à ça. Et donc, oui, voilà, par rapport à Tarek Ramadan, pour venir à lui, c'est un freelancer, il ne veut pas être dans une structure, dans une organisation, mais il promeut cette vision de la société. Et là, je pense qu'il y a un grand malentendu, en vérité, entre lui et, on va dire, la société, francophone surtout. C'est qu'il parle depuis 25 ans de réforme. Et je dis toujours, ben voilà, je voudrais vraiment que quelqu'un vienne me démontrer, après avoir pris le soin de lire son œuvre, etc., de me dire ce que Tarek Ramadan a vraiment réformé. Ma conclusion, c'est nada. Il en parle, ou alors le seul truc qu'il a dit, c'est oui, en fait, il faut qu'il y ait les oulémas de la réalité qui discutent avec les oulémas du Coran et des sciences traditionnelles, etc. Tu parles d'une révolution, c'est un des principes herméneutiques de base de la tradition islamique, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme ça depuis qu'on a commencé à développer, on va dire, l'herméneutique au sein de la religion islamique. Donc, voilà, alors, et là, je crois qu'il y a vraiment un malentendu, parce que, comme tu le disais, la réforme, je veux dire, aujourd'hui en Europe, elle est connotée à la notion de progrès, ou corrélée avec la notion de progrès. Alors après, on peut être contre ou pas et dire c'est nul, etc. Bon, mais toujours est-il que quand on parle de réforme, c'est-à-dire qu'on amène quelque chose de nouveau, qu'on change un certain nombre de choses, et quand on lit ce qu'il écrit, il change rien. Donc voilà, et là, je pense qu'il y a un malentendu extrêmement important, et aussi voilà, pour les gens qui sont derrière, qui attendent peut-être qu'effectivement il amène quelque chose de nouveau, ça j'en sais rien, mais je sais pas si... Et là, il a dit à un moment donné, dans une de ses conférences, c'est un extrait mis en ligne par ses soins, ou par les soins de son équipe, en disant « Je suis pas là pour changer l'islam, je suis là pour changer ce qu'il y a dans ta tête ». Ça va, on a tout dit, quoi. Enfin, je veux dire, ça veut dire qu'il ne va rien changer, il n'y aura pas de réforme, mais on va continuer sur la même chose. Voilà. Après, c'est légitime comme position, c'est juste que l'appeler réforme, c'est peut-être un petit peu surdosé. D'accord, mais en tout cas, vous appelez à la réforme. Vous dites dans votre livre, vous dites « Que faire donc d'un Coran qui ne serait plus la parole de Dieu immuable et intangible, mais le reflet relativement fidèle des propos d'un prophète, eux-mêmes interprétés en langue arabe, d'éléments issus du flot continu du discours du divin. Que faire d'un prophète à propos duquel on n'a que peu de certitude, le corpus de hadith, donc de la tradition prophétique, étant postérieur de plus de 8 générations à son existence concrète, rédigé par des musulmans n'ayant plus rien à voir avec la communauté prophétique initiale. La question que je pose, c'est quel rapport en fait, selon vous, un musulman de 2017 doit avoir avec le Coran? Alors, j'en sais rien. Alors, c'est vraiment une question. Je pense qu'on a tous un rapport personnel au Coran, d'une façon comme d'une autre, la façon dont on le lit, dont on se l'approprie, le rapport que l'on a avec lui. Voilà, je pense qu'il y a autant de rapports au Coran qu'il ne peut y avoir de musulmans et de musulmanes. Ce à quoi j'appelle personnellement, c'est de sortir c'est d'essayer d'atterrir quelque part et de sortir du merveilleux, de sortir de la géographie, de sortir de l'histoire sainte, qui est ce qu'aujourd'hui la tradition présente comme étant l'islam historique, on va dire, véritable, tel qu'il a pu se développer. Ce travail-là, celui qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que jusqu'à présent, finalement, au contraire de tous les livres religieux, le Coran est resté un peu à part et n'est pas passé jusqu'à présent par, on va dire, les fourches codines de la critique historique, de la critique littéraire, etc. Pour beaucoup, alors la première chose, c'est que le Coran est, on va dire, le témoignage le plus proche que l'on a du moment de la révélation. Donc le Coran, on peut estimer qu'il a été rédigé sur une période
après la mort du prophète, de toute façon, donc après 632, et on met une limite 692, c'est le dôme du rocher, parce que là on a très clairement des versets qui sont inscrits, etc. Bon, c'est arbitraire, peut-être que c'est 696, peut-être que c'est 684, on n'en sait rien. Pour le moment, on n'a pas de témoignage plus sûr de cela. Mais c'est ce qu'on a de plus proche comme témoignage de cette époque. Comme tu dis, les hadiths voilà, ils ont été collectés et mis par écrit 9 générations après. Enfin, je veux dire, ce qu'on essaie de se représenter, c'est que c'est 9 générations. C'est juste énorme comme espace-temps, surtout à cette époque-là, encore plus. Et donc, quand on veut essayer de faire un travail honnête d'historien, puisque je dirais la tradition islamique fait le pari de l'histoire, puisqu'on nous dit ça s'est vraiment passé comme ça. Bah ok, chiche alors, si ça s'est vraiment passé comme ça, bah, qu'on fasse un vrai travail de fond, de critique, et on essaye d'analyser ça. La tradition, pour prendre le hadith par exemple, a développé sa propre épistémologie, ses propres approches, ses propres critiques, mais qui ont été développées dans une époque bien particulière, et je pense que c'était vraiment le meilleur de ce qu'ils pouvaient faire à cette époque-là. Donc et voilà, on n'a pas à critiquer l'effort que ces gens ont fait. Mais à nouveau, il ne faut pas non plus s'extraire de ce que ces gens, enfin, ou essayer d'oblitérer ce que ces gens étaient. C'était des gens, on était à des lettrés, c'était pas le petit peuple, d'accord? Donc c'était des gens qui venaient de la haute bourgeoisie, voire de l'aristocratie, qui n'étaient pas, pour la plupart, qui n'étaient pas d'origine arabe, qui n'étaient certes, même si d'origine arabe, n'étaient pas du coin Médine, la Mecque, etc. C'était des gens donc qui vivaient dans un autre contexte, dans un autre temps que celui du moment où le Coran a été révélé. Donc il y a déjà un biais qui est là, voilà. Même si nous aujourd'hui on essaye de lire des bouquins qui ont été écrits il y a 200 ans, l'équivalent de 8 générations, on peut avoir des problèmes de français, on ne connaît pas bien le culturel. Alors, bien sûr, on peut toujours lire Jenner ou Les Trois Mousquetaires, mais il y a quand même des choses à côté desquelles on passe si on n'a pas été formé à comprendre la culture de l'époque, etc. Ça peut toujours faire une bonne lecture, mais il y a plein de choses du contexte dans lequel écrit Alexandre Dumas qui nous échappent aujourd'hui parce que notre vie a tout simplement changé. Qui plus est, là-bas aussi, de la même façon. Et donc, quand on essaye d'avoir cette approche, on revient à l'essentiel, à savoir qu'il y a un message qui est révélé dans un contexte très particulier, qui s'attache à des gens très particuliers, et ça a toute son importance. C'est les petits groupes de gens à la Mecque et à Médine et autour, dans l'Arabie, la péninsule arabique occidentale au 7e siècle, dans un monde de société qu'on appelle segmentaire, nomadisante pour une part, une société qui a pour seule préoccupation la survie, dans un contexte, dans un climat extrêmement difficile, une société qui est aussi anarchique, en ce sens qu'il n'y a pas de pouvoir centralisé, on est dans un monde tribal en vérité, et si on veut avoir une idée de ce que c'est un monde tribal, il suffit de regarder la Libye aujourd'hui. La Libye, elle fonctionne pleinement sur un monde tribal, où il faut regarder, ce qui est en train de se passer en Irak, etc. On fonctionne aussi sur un mode tribal, avec les allégeances, les alliances, les trucs très pragmatiques, qu'est-ce que tu me donnes pour assurer ma sécurité, dans quel don et contre-don est-ce qu'on peut l'être. Et c'est à ce monde-là que le Coran parle. Il n'y a aucune, pour moi, jugement négatif ou de valeur, c'est juste ça. Et donc après, pour donner un exemple un peu clair, quand on a des gens qui viennent vous dire « Ah oui, l'État islamique à Médine », on a envie de dire « Mais État islamique à Médine, mais de quoi tu me parles? Un État, ça suppose quoi? Ça suppose un pouvoir centralisé, ça suppose une police, ça suppose une justice, ça suppose peut-être une armée, etc. Il n'y avait rien de tout ça à Médine, parce que c'est juste pas possible dans cette époque-là. On le voit d'ailleurs, quand on regarde après le Coran, comment est-ce qu'il est en dialectique avec son environnement. À chaque fois qu'il doit y avoir une bataille ou une razzia, on voit le prophète, au travers qui dit « Voilà, il faut que vous veniez ». Fils Abilillah, le djihad c'est important, et celui qui va le faire il aura telle récompense, et malheur à ceux qui restent assis sur les banquettes et qui se laissent. Mais ça veut dire que les gens ils restent assis sur les banquettes, c'est ça qu'il faut voir. Il n'est pas juste en train de dire que c'est malheur à ceux-là. Les gens restent assis sur les banquettes parce qu'ils n'ont pas envie de se faire casser la gueule. Parce qu'en fait, faut se dire que dans ce monde, ce qui est important, c'est les hommes.
c'est les troupeaux, c'est parce que les hommes, c'est la survie du clan, c'est les guerriers, c'est ceux qui vont aller faire le travail, etc. Donc on va pas aller risquer sa vie dans une aventure dont on sait pas trop ce qu'on va aller faire. Ils partaient pas tous le sable au clair, ah oui, pour la parole de Dieu, non. Ils y allaient à la bataille s'ils pensent qu'ils pouvaient avoir une chance, un, de s'en tirer, et deux, qu'ils allaient avoir un bon morceau de butin à ramener à la maison, et que ça n'allait pas affaiblir leur clan. D'accord? Donc c'était tout des calculs, et c'est des calculs individuels. Et donc chaque fois, le courant, on le voit, il est dans une dialectique en disant « faut venir, et vous aurez ça, et puis, puis tant pis, et si vous ne le voyez pas, ce sera pour une autre fois, etc. » Et donc, dans un tel monde, il ne peut pas y avoir d'État, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'institution administrative de la justice comme on peut l'avoir. Et donc on voit au travers d'exemples comme ça, le décalage que l'on a entre un Coran qui parle à son monde, et puis ce qui va être construit par la suite, au fur et à mesure que l'islam se développe en tant que religion, il n'est plus une aspiration, il devient une religion. Et ce qui est très important de voir aussi, c'est que c'est une religion, et on pourrait presque faire le parallèle avec le catholicisme, en quelque sorte, c'est que c'est des religions d'empire. Et une religion d'empire, ça se pense en situation hégémonique. C'est une religion qui doit justifier un pouvoir impérial, en l'occurrence, etc., avec des oulémas, des savants, etc., qui sont des gens, comme je dis à nouveau, de la noblesse, de l'aristocratie, de la haute bourgeoisie, et qui ont intérêt à maintenir leur pouvoir patriarcal, leur pouvoir financier, etc. Donc, c'était des hommes et des femmes qui ont construit ça, hein. C'est pas arrivé comme ça du ciel, comme on pourrait le croire. Et donc, quand on a, et ce qu'aujourd'hui, un des problèmes que l'on peut constater, bah oui, c'est que quand on a une religion qui a été pensée pendant presque 14 siècles, on revient sur la situation d'hégémonie, de pouvoir central, de décider de la société, et que finalement on se retrouve aujourd'hui, que ce soit au niveau même des pays musulmans, au niveau global, ou bien pour les musulmans qui se retrouvent en situation de minorité dans quelques pays que ce soit, on ne peut plus avoir une relation, une religion qui se pense de manière hégémonique. Parce que tout le fiqh a été pensé de manière hégémonique. Toute la normativité, pas seulement la théologie. Et donc là, ben oui, on est dans des sociétés qui sont de facto plus horizontales, où on ne peut plus avoir une position telle que celle-là, et donc il faut repenser tout un certain nombre de catégories. Et je pense qu'en retournant vers le Coran, en le mettant dans son époque, puisque ce qu'on voit, c'est que finalement, le Coran ne fait que répondre à des problématiques typiques de son époque. Il ne parle pas aux univers, aux gens, au monde à venir, etc., comme une théologie postérieure l'a compris, de manière légitime. Je ne suis pas en train de dire que c'était qui fumait la moquette, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais ils répondaient aux contingences de leur monde, et ils lisaient à partir de leur monde. Aujourd'hui, on peut lire à partir d'un autre monde, tu vois, avec une autre grille de lecture, et donc si on amène notre grille de lecture, on voit automatiquement un autre paysage, voilà, c'est automatique. Et donc, voilà, ce qui m'intéresse, moi, c'est pour ça que même sur la question de la réforme de l'islam, au fur et à mesure, je me dis c'est plutôt même de la refondation qui est plus intéressante que de la réforme, parce que la réforme, ça veut dire qu'on est encore en train de changer quelque chose dans ce qui est déjà existant. Je prends un peu l'image, voilà, on a une maison, et la réforme, c'est je vais abattre un mur ici, je vais repeindre là-bas, je vais changer les fenêtres, voilà, pour essayer d'améliorer un bâti existant. Et ce que j'aurais envie plutôt de dire, c'est si on sortait de la maison, et qu'on voit ce qu'on peut construire là, toutes ces potentialités qui n'ont pas été exploitées, qui sont là, on va dire presque incohérentes, on va dire, dans le Coran, dans son histoire, dans son aventure extraordinaire, et que le développement des sociétés musulmanes n'ont pas permis d'explorer, d'ouvrir, etc., et qu'il nous appartiendrait à nous d'ouvrir, et puis voilà, et on va faire venir autre chose de différent, et je dis toujours, voilà, c'est ni meilleur ni pire. J'ai vraiment aucune lecture en disant ouais, mais les musulmans avant ils ont rien compris, ou non, c'est pas le sujet de savoir si quelqu'un a mieux compris ou c'est pas le sujet. Le sujet, c'est par rapport en étant situé historiquement quelque part, qu'est-ce qu'on peut dire de cela, et si on est situé historiquement ailleurs, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre qui est juste différent, ni meilleur ni pire. Voilà. Et ça, je pense que c'est important, et puis de proposer des idées, et puis après, chacun fait ce qu'il veut avec, quoi. Voilà, il n'y a pas de volonté de recréer un nouveau discours hégémonique. D'accord. Voilà.